Bonjour à tous, je suis content de vous voir. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. J'espère aussi que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Ouvrez vos oreilles, fermez les yeux, nous repartons ensemble pour Pic au vent. Mes amis, soyez les bienvenus dans le 10e chapitre de ce Super Flamestorm. « 10 décembre. La nuit avait été très agitée à Marmottin. En effet, la nouvelle concernant l'empoisonnement possible de Phileas avait fini par remonter aux oreilles des soldats de la DPA qui étaient plutôt sur le qui-vive. D'autant que leur chef était actuellement dans un état critique entre la vie et la mort. En attendant une amélioration de l'état de DPA 002, c'était le colonel Guinard qui assurait le commandement. Très connu pour être une peau de vache intransigeante, il avait immédiatement donné le ton lors d'un briefing général au centre de commandement. Messieurs, étant donné l'état de DPA 002, j'ai décidé de passer le protocole Centurion au niveau 2. Les hommes se regardèrent, inquiets. L'un d'eux osa prendre la parole. Mais monsieur, le niveau 2 n'a jamais été déployé sur le territoire national. Enfin, je veux dire, nous ne sommes pas en guerre et ce sont nos compatriotes, ces gens... La ferme Powell, s'exclama le colonel Guinard. On ne doit prendre aucun risque. Fabrice Pavier, le maire de Marmottin qui se tenait au fond de la salle en compagnie du capitaine Leblanc, s'adressa directement au sergent Lafont qui semblait peu convaincu par les propos du colonel Guinard. Dites, le niveau 2 du protocole Centurion, en quoi ça consiste? Couvre-feu, interdiction de se rassembler, toute personne extérieure à la division est considérée par défaut comme un combattant ennemi. Arrestation arbitraire tolérée, tout le bordel quoi. D'habitude, on applique le niveau 2 que sur un terrain de guerre. La dernière fois, c'était au Mali. « Sergent Lafont, ça vous emmerde ce que je dis ?» s'exclama le colonel du fond de la pièce. « Non, mon colonel !» s'exclama le sergent Lafont en relevant la tête. Le colonel reprit. « Étant donné que nous interdisons les rassemblements, nous allons rétablir les lignes téléphoniques, mais uniquement en interne. On en profitera au passage pour écouter tout le monde à Marmottin. »« c'est illégal ça !» s'exclama le maire. Tiens donc, Pavier, je vous avais oublié, vous !» s'exclama le colonel. « Et que ce soit bien clair, à partir de maintenant, tant qu'on ne sait pas ce qui est arrivé à Phileas, c'est moi qui décide ce qui est légal ou pas, d'accord ?» L'ambiance était extrêmement pesante. Pendant ce temps, à Pic au vent, l'inspecteur Bloom, Andrew Bennett et le commissaire Tassier se dirigeaient discrètement vers le petit supermarché de la ville. Les placards de Timothée Wallace étaient vides et le ventre du vieux Oswald ne cessait de gargouiller, ce qui avait le don d'irriter l'inspecteur. N'empêche que si ce vieux cinglé n'avait pas lancé son satané sortilège, moi je serais tranquillement installé devant ma cheminée à discuter avec Emma tandis que Léo et Valentin seraient à l'école. Si Oswald n'avait pas lancé son sortilège, peut-être qu'Emma, Léo et Valentin seraient gravement blessés. Ou pire encore, déclara Andrew. Il me paraît évident que Nicolas se serait amusé à faire déferler les monstres qui l'accompagnent sur Marmottin. « Avec des scies, on mettrait Paris en bouteille, Bennett !» s'exclama le commissaire Tassier avant de faire signe aux autres de s'immobiliser. « Que se passe-t-il » demanda Andrew. « J'entends des voix. Je crois qu'il y a du monde pas très loin. » L'inspecteur Bloom et le commissaire sortirent leurs armes. Le groupe se mit à évoluer avec la plus grande prudence. « Andrew, passez devant !» ordonna le commissaire. « Votre porte nous protégera si on nous tire dessus. »« Je ne sais pas trop, répondit Bennett. « Bah, elle est bien sortie du sol quand les autres gus ont fait péter la maison d'Oswald, non ?» interrogea le commissaire. « Oui, pas faux, » répondit Andrew en passant devant. Les hommes progressèrent encore durant quelques mètres quand les voix se firent à nouveau entendre, au coin de la rue. Andrew passa discrètement sa tête et, dans la ruelle, il vit 2 prisonniers en train de traîner un cadavre. « Mine-toi, Buglove va s'énerver si on ramène pas vite fait celui-ci. Si on est le premier groupe à revenir, je suis sûr qu'on sera récompensé. »« Oh oui, de la récompense. J'en veux. Non, j'en ai besoin. Il m'en faut plein. » L'homme se mit à baver comme un chien qui pensait à un gros morceau de viande. « Ouais, bah ta gueule et avance, Trouduc !» Bennett se retourna vers ses amis et leur détailla en chuchotant la scène à laquelle il venait d'assister. « Je propose qu'on les défonce !» s'exclama Bloom. « Minute, inspecteur. Si on utilise nos armes et qu'il y a d'autres prisonniers dans les parages, on risque d'être submergés. »« J'ai une idée !» s'exclama Andrew avant de détailler un petit plan ingénieux. Les 3 hommes s'emparèrent de gros cailloux qui traînaient au sol et contournèrent la ruelle. Ils se tinrent prêts à se faufiler dans le dos des 2 prisonniers, tandis qu'Andrew s'amusait à invoquer et désinvoquer sa porte en boucle, ce qui attira grandement l'attention des 2 hommes. « Hey,
Mais c'est quoi ce bordel? Déclara l'un d'eux en s'approchant du curieux objet. Bah, c'est une porte. Déclara le second sur le ton de l'évidence. Et toi, t'as déjà vu des portes qui jaillissent du sol comme par magie? Non, mais de toute façon, plus rien m'étonne, moi. Je préviens quand même Boglov dans le doute. Déclara le premier homme en s'emparant de sa radio quand d'un coup l'inspecteur Bloom l'assomma. Son pote, interloqué par le bruit de l'impact de la pierre sur le crâne plutôt vide de son camarade, se retourna. Il eut à peine le temps de voir le visage souriant du commissaire Tassier avant de subir le même sort. « Bon, c'est bien beau tout ça, mais on en fait quoi de ces gars ?» demanda Andrew. « Je propose de les traîner à l'intérieur d'une maison pour les attacher et les interroger. » déclara l'inspecteur Bloom. Le commissaire Tassier regarda par la fenêtre de la maison qui se tenait à côté. Il vit, sur le sol du salon, un cadavre. « Je suppose qu'il n'y a personne de vivant là-dedans, » déclara le commissaire. Les trois hommes se dirigèrent vers la porte d'entrée, entraînant les deux prisonniers qu'ils avaient assommés. Coup de bol, la porte d'entrée n'était pas fermée à clé, chose relativement courante dans les petits villages de montagne. À l'aide d'écharpes trouvées sur un porte-manteau, ils attachèrent les mains des prisonniers. Ils leur collèrent ensuite du chatterton sur la bouche et attendirent leur réveil. Dans le salon, Andrew s'approcha du cadavre qui gisait là. Il avait été éviscéré. Pas de doute, cette personne a été la victime d'un faucheur. Au moment exact où il prononça ces mots, l'homme à l'étrange porte entendit de curieux petits bruits. Il leva alors la tête au plafond. Oh oh! Un bébé faucheur qui dormait là-haut venait de se réveiller. Lorsqu'il vit Andrew, il sauta au sol et courut dans sa direction. Heureusement pour Andrew, sa porte jaillit du sol et la créature s'assomma en fonçant dedans. « Quelle saloperie !» s'exclama le commissaire Tassier en observant la créature, inerte. « On en fait quoi ?» demanda l'inspecteur Bloom à Bennett. « Dans l'idéal, il faudrait le renvoyer dans son monde, mais je n'ai accès à aucun bouquin magique pour faire ça. Le seul moyen de s'assurer qu'il ne nuira plus, c'est de le tuer. »« Si vous voulez, » reprit le commissaire en dégainant son pistolet, « je m'en charge. »« Vous n'auriez pas un silencieux par hasard ? Il serait bête d'attirer l'attention avec des coups de feu, » répondit l'homme à l'étrange porte. « Pourquoi diable un flic aurait-il un silencieux ?» s'exclama le commissaire. L'inspecteur Bloom soupira. Il remarqua au-dessus de la cheminée une hache dont il s'empara. Il prit une grande inspiration et trancha la tête de la créature. Et voilà, problème réglé. Oh putain, ce que c'est dégueu. Au même moment, juste à côté, les trois hommes entendirent des cris étouffés. L'un des prisonniers était revenu à lui. Le commissaire lui libéra la bouche. « Vous êtes qui, putain ?» demanda le prisonnier. L'inspecteur se contenta de plaquer son arme contre la tête de ce dernier. « Inspecteur Bloom, police de Marmottin. Et toi, trou du cul, t'es qui ?»« Bah, tu me reconnais pas ?»« Non. »« Regarde-moi bien. » L'inspecteur se rapprocha un peu, l'air intrigué. « Je suis ta sœur, mon con. » répondit le prisonnier en éclatant de rire. « T'as vraiment cru que j'allais te parler, poulet ?» L'inspecteur, à bout de nerfs, gifla le prisonnier qui éclata de rire. « Alors il perd son sang-froid, l'inspecteur !» s'exclama le provocateur, tandis que Bloom l'attrapait par le col, armant son poing. « Laissez tomber, Nathan, » répondit le commissaire Tassier. « S'il veut pas parler, ça sert à rien de le forcer. »« Oh, quel dommage. Je commençais à m'amuser, moi. » s'exclama le prisonnier avant d'éclater une nouvelle fois de rire, tandis que son pote se réveillait. « Peut-être que ton pote sera un poil plus coopératif, » déclara Tassier en lui libérant la bouche. « Hé, mais qu'est-ce qu'on fout là? Vous aussi, vous roulez pour Boglov ?» demanda ce dernier, l'air ahuri. « Marcel, ferme ta gueule !» s'exclama son pote. « Alors comme ça, vous taffez avec Nicolas ?» demanda Andrew. « Je savais pas qu'il s'appelait Nicolas, moi. J'ai toujours cru qu'il s'appelait juste Boglov. » Vous faisiez quoi pour lui? Pourquoi vous traîniez un cadavre? demanda l'inspecteur. « Marcel, si tu réponds, je te jure devant Dieu que t'auras plus jamais de récompense. »« Oh non! Moi je veux de la récompense! Moi je dirais rien tant que j'aurais pas eu de la récompense! »« De la récompense? » demanda Tassier. « Mais qu'est-ce que c'est que ça? » Oh, c'est délicieux! C'est génial! On se sent trop bien quand on en a. Ouais, ça c'est sûr. Mais bordel, Marcel, tu vas la fermer, ouais. Pardon, Ben. Et toi, du coup, tu t'appelles Ben, déclara l'inspecteur Bloom en souriant au premier prisonnier. Messieurs, je peux vous parler un peu à l'écart demanda Andrew à ses amis. Les trois hommes s'éloignèrent un peu. L'homme à l'étrange porte expliqua. Je crois savoir ce qu'est la fameuse récompense dont parle Marcel. Ouais, bah couchez, on n'a pas la nuit, répondit l'inspecteur.
Il s'agit vraisemblablement d'une sorte de drogue comparable à la méthamphétamine que l'on obtient en réduisant en poudre les coquilles d'œufs de bébés faucheurs. Je suppose que si Nicolas a choisi d'invoquer une mère faucheuse, c'est aussi pour pouvoir créer cette drogue. Cette saleté est tellement addictive qu'il suffit de quelques milligrammes pour être totalement accro. Je suppose que Boglov en donne à ses sbires pour s'assurer leur obéissance. Andrew ne croyait pas si bien dire. En effet, à quelques kilomètres de là, dans le sous-sol d'une grande maison de Picovan, Nicolas Boglov avait établi ses quartiers. Il était seul dans une petite pièce exiguë, en compagnie de son otage, le sergent Hudson. Le policier, attaché à une chaise, était intarissable d'insultes envers Boglov. « Espèce de sale enfoiré, je vous jure que je vais vous crever un jour !» « Fermez-la un peu, déjà que je vous offre l'hospitalité. » « Hospitalité, mon cul! Vous avez tué toutes les personnes qui vivaient ici pour vous approprier leur logement !»« Vous auriez préféré rester dehors, hein? Et puis, croyez-moi, une balle dans la tête, c'est une mort bien plus douce que de se faire éventrer par un bébé faucheur. » déclara Boglov en cassant un bout de coquille d'œuf avant de la réduire en poudre. « Regardez comme elle est jolie, ma poudre bleue. »« Ouais, magnifique. Vous comptez vous mettre à la peinture ou quoi ?»« Non, à la cuisine plutôt. Ceci, mon cher sergent Hudson, est une petite merveille gustative. Que diriez-vous de goûter? » »« Sans façon, merci. » »« Vous êtes sûr? Bon, tant pis. Je vais vous l'injecter directement alors. » déclara Boglov en plaçant la poudre dans une cuillère. Il y plaça également un morceau de sucre et fit fondre le tout à l'aide d'un briquet. Après quoi, il récupéra le précieux liquide avec une seringue avant de s'avancer vers le sergent. « Cassez-vous avec votre saloperie, là !» s'exclama le policier, quand, comme sauvé par le gong, il entendit, tout comme Boglov, qu'on tambourinait à la porte de la cave. « Pourquoi il faut toujours que je sois interrompu dans ce genre de moment? Un instant, Hudson, je reviens vite, mon petit. » En haut des escaliers, face à Boglov, se tenait un de ses hommes. Il présentait de nombreuses brûlures. C'était le fameux rescapé de l'opération commando de la veille. Pour le remercier, Boglov le remit sur pied à l'aide d'un pharmacobook d'Esculape. Sans doute le livre magique était-il celui du vieux Oswald. Quand il revint à la cave, contre toute attente, Boglov était aux anges. « Qui ne va pas me croire, Hudson? Ils ont envoyé des soldats à Picovan. On va bien s'amuser tous ensemble. » déclara ce dernier avant de s'emparer de la seringue de drogue bleue. « Putain, mais cassez-vous, je veux pas que vous m'injectiez cette... Trop tard. Boglov venait de piquer le bras d'Hudson. Bientôt, le policier commença à se relâcher. Il leva les yeux au ciel, ses pupilles se dilatèrent et il se mit à sourire niaisement, tout en bavant. « Ça, c'est un bon policier bien docile !» s'exclama Boglov avant de reprendre la lecture d'un gros livre qui trônait sur une table à côté de lui. L'inspecteur Bloom commençait à s'impatienter. Il n'y avait pas moyen de tirer quoi que ce soit de concret des deux prisonniers que Tassier, Bennett et lui-même avaient capturés. « On fait quoi, on les relâche ?» demanda Andrew. « Pour qu'ils aillent prévenir Boglov? Sans façon, merci. En plus, on ne sait même pas ce que foutent ces enfoirés avec des cadavres. On ne peut pas non plus les laisser ici pour mort, inspecteur, » répondit l'homme à l'étrange porte. D'un coup, on put entendre la voix d'Alias dans la radio du commissaire. Vous vous en sortez, Philippe? Oswald commence à être ingérable. Il arrête pas de dire qu'il veut manger et je dois bien avouer que les estomacs de Fonk et Wooden commencent aussi à réclamer. Oui, on a eu un léger contretemps. On arrive. Bon, reprit le commissaire Tassier. Bennett, vous venez avec moi, on fait un saut à la supérette. Bloom, vous gardez les deux gus. Quand Bennett et moi on revient avec la bouffe, on retourne chez Wallace avec tout le monde. Entendu, indiqua l'inspecteur Bloom en remettant du Chatterton sur la bouche des deux prisonniers. Il était environ 23 heures. Le commando du colonel Hartmann avait passé une majeure partie de la journée à fouiller certaines maisons se trouvant en périphérie de la ville. À chaque fois, ce fut le même constat. Soit les bâtisses étaient vides, soit remplies de cadavres éviscérés. Le commando s'était finalement résigné à converger vers le centre-ville, à environ 1 heure de marche. Les hommes progressaient lentement mais sûrement dans le froid. Il faut dire qu'une tempête de neige s'était levée au bout d'une trentaine de minutes, les forçant à ralentir considérablement. « Putain, on n'a aucune visibilité, mon colonel !» s'exclama Yupvik qui tirait le traîneau de matériel. « La ferme, Yup !» lança le lieutenant Anderson en le dépassant, tandis que le sergent Antoine se figeait subitement. « Vous sentez ça, les gars ?» demanda-t-il. « De quoi, Yupvik a lâché une caisse ?» demanda Anderson. « La ferme, Anderson !» répondit le colonel en reniflant à son tour l'air ambiant. « Ça sent le feu de bois !»« Un feu de bois avec ce blizzard? Par quel miracle ?» demanda le sergent Antoine. Soudain, Yupvik se figea à son tour. « Vous entendez ça ?» Les hommes tendirent l'oreille.
Au loin, on entendait un chien aboyer. Le colonel Hartmann ordonna à ses hommes de se préparer à un éventuel combat. Le groupe dévia lentement de sa trajectoire initiale et commença à converger dans la direction des aboiements. Bientôt, ils distinguèrent un petit chalet d'où provenaient les aboiements et la fameuse odeur de bois. À côté de la bâtisse, attaché à une niche, se trouvait un gros Saint-Bernard. « Je vous fous ma main à couper qu'il y a des gens là-dedans », déclara Anderson. « Antoine, tu te fous en retrait avec un fusil à lunettes », ordonna le colonel. « Anderson, Yupvig, vous vous tenez prêt à débouler dans la maison au moindre truc louche, d'accord ?»« Colonel, vous n'allez quand même pas... répondit Anderson tandis que son supérieur se dirigeait vers la porte de la maison. Il toqua à 3 reprises, puis s'agenouilla, de sorte à ce que le sergent Antoine puisse immédiatement abattre la personne qui ouvrirait si d'aventure elle était armée. La tension était palpable. Quelques secondes passèrent et finalement la porte s'ouvrit, révélant un petit garçon d'environ 5 ans et son père. « Oui, c'est pourquoi ?» demanda l'homme. « Colonel Hartmann, DPA, il n'y a que vous deux dans la maison ?»« Oui, pourquoi ?»« Est-ce que mes hommes et moi nous pouvons rentrer ?»« Vos hommes ?» demanda le propriétaire des lieux. Le colonel s'empara de sa radio. Comme il avait une oreillette, lui seul pouvait entendre les réponses de ses collègues. « Yupvig, Anderson, décrochez et venez ici. »« Je ne viens pas, moi ?» demanda le sergent Antoine. « Négatif. » se contenta de répondre le colonel. Une fois les 3 soldats à l'intérieur, le propriétaire des lieux guida les soldats dans le salon. « Est-ce que vous voulez que je vous serve quelque chose à boire, un thé, de l'alcool Bah ouais, pourquoi pas ?» déclara Anderson tandis que Yupvig lui jetait un regard de désapprobation. « J'ai du thé, du café, je peux aussi vous faire un chocolat chaud si le cœur vous en dit. »« Comment vous vous appelez, monsieur ?» demanda le colonel à son hôte. Sylvain McCarrick. « Et toi, mon bonhomme, comment tu t'appelles ?» demanda le colonel en s'agenouillant devant le fils de McCarrick. « Maxime. »« C'est un joli nom, ça. Et tu as quel âge, Maxime ?»« J'ai 6 ans. »« Il est beau, mon fiston, n'est-ce pas ?» demanda McCarrick en s'éloignant en direction de la cuisine. « Ça ne vous dérange pas si on fait un tour de lieu, monsieur ?» demanda Yupvig. « Non, pas de souci, faites comme chez vous. » exclama l'homme, tandis qu'Anderson le rejoignait dans la cuisine. « Vous n'avez rien remarqué d'étrange ces derniers temps ?»« Non, pas spécialement, pourquoi ? Vous laissez souvent votre chien dehors en pleine tempête de neige ? Non, c'est juste que ces derniers temps, il est un peu agressif avec moi, je sais pas trop pourquoi. » Pendant ce temps, dans le salon, le colonel Hartmann discutait avec le jeune Maxime. « Alors, t'es en quelle classe, petit gars ?» Le petit garçon ne répondit pas. Il se contenta d'agripper le pantalon du soldat, l'air horrifié. « Quelque chose ne va pas ?»« C'est pas mon... » répondit l'enfant d'une voix faible. « De quoi ?»« Le monsieur, c'est pas mon papa. » Il était 23h59 et la situation à Pic-au-Vent venait de prendre une toute autre tournure.